d'équipe, donc c'est plus eux qui vont traiter le sujet. Donc on va changer, en particulier, j'ai pas les équipes au complet là, hein, sur les bases de données, mais il y aura Nicolas, il y aura Jean-Baptiste, Séroul, il y aura Joseph, Mathieu. J'ai pas toute la liste complète, mais donc c'est important que vous appropriez le sujet qui va être présenté là. Je te laisse commencer, Léa. Est-ce qu'on a tout le monde du coup? C'est Nico qui va commencer si tout le monde est là. Tout le monde est là? Bah, j'imagine, oui. Ok, bon, c'est bon. Alors, les types de bases de données. Nous avons le relationnel, l'orienté réseau, l'ORM et le big data. Alors là, nous avons les bases de données relationnelles, les atouts du modèle relationnel, fondés sur une théorie rigoureuse et des principes simples, nature, fiable, performant. C'est un système indépendant des programmes et des données. SGBDR, les plus utilisés, connus et maîtrisés. SQL, une implémentation standard du modèle relationnel avec des API pour la plupart des langages de programmation. Les inconvénients du modèle relationnel, la structure de données en table est pauvre d'un point de vue de la modélisation logique. La normalisation entraîne des jeunesses de structures de données complexes et très fragmentées, qui peuvent notamment poser des problèmes de performance ou d'évolutivité. Le SQL doit toujours être combiné à d'autres langages de programmation pour être effectivement mis en œuvre. Les types de données disponibles sont limités et non extensibles. Ah. Vous avez peut-être des questions avant? Non? Je peux rester là-dessus. Non, mais effectivement, donc vous dans l'implémentation que vous avez vue déjà, c'est qu'il y avait une rigidité sur les types des données là. C'était pas forcément évident, en particulier de trouver les dates. Oui, c'est ça, ouais. Sur On les arrive dates, souvent à avoir des soucis. un peu rigide. Alors on sait pas encore si c'est mieux avec les autres types de bases de données, mais on aimerait bien que ça le soit, quoi. A priori, oui. Oui, le relationnel, c'est pas très malléable. Ok. Je passe à la suite. Ok. C'est moi là? Ouais, c'est à toi. Ah. Donc là, on s'est penché sur d'autres bases de données, et notamment la partie base de données orientée réseau. Donc ce sont des bases de données qui sont un peu plus graphiques que les bases de données SQL et classiques. Et donc on s'est penché donc sur les bases de données graphiques. Donc c'est une représentation plus graphique des données. On peut injecter en fait une quantité de données dans une base qui sont représentées sous forme de nœuds. Et chaque nœud a des attributs qui sont enregistrés à l'intérieur. Et en fait, il n'y a pas de système de relations défini à la base. Les relations sont créées à la volée en fait. Comme on voit dans le schéma, en fait, on crée des nœuds de fournisseurs. Ensuite, on injecte des nœuds de produits et on crée des relations des fournisseurs vers ces produits après les avoir injectés dans la base de données. Donc, c'est un peu plus libre que les bases de données relationnelles classiques. Bon, pour ceux qui ont travaillé dans les équipes graphiques, là, c'est exactement le même principe que NetworkX, sauf que NetworkX est fait pour faire du calcul et des graphiques, et là, c'est fait pour stocker l'information. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que chaque nœud peut avoir des attributs aussi nombreux qu'on le souhaite, et chaque lien entre nœuds peut avoir des attributs aussi nombreux qu'on le souhaite. Donc l'utilisation, elle est beaucoup plus souple qu'une base de données classique. Par exemple, si on rajoute de nouveaux nœuds, on peut créer de nouvelles relations
après avoir injecté les nouvelles données. Je sais pas si c'est clair. Alors, comment ça fonctionne? Donc, on injecte des données sans relation dans une base de données. Ça crée des nœuds. Ensuite, on lance des requêtes de création de nœuds. Et les nœuds s'interfacent avec les nouvelles données qui ont été injectées. Alors, les points forts, c'est un gain de performance. Les requêtes d'une base de données relationnelle peuvent être amenées à se dégrader parce qu'à chaque fois, il faut définir les jointures, etc. Tandis que là, dans les bases de données graphes, on crée un peu tout ce qu'on veut. On est plus libre. Les nouvelles relations peuvent être ajoutées sans interférence avec les requêtes et les applications existantes. Le modèle de données est semi-structuré ou déstructuré et permettent d'évoluer, de faire évoluer les bases de façon plus cohérente en fonction des demandes et des scénarios qu'on veut afficher. Quelle place par rapport à la concurrence? Et actuellement, ce sont des bases de données très utilisées pour tout ce qui est, par exemple, gestion de réseau et comment on va dire, de Facebook, etc., de relations entre les... On a SFR, je crois, qui utilisait ça pour modéliser son réseau. Voilà, c'est utilisé dans les grandes entreprises pour suivre un peu les infrastructures, dans l'automobile aussi, dans tous les grands groupes Google aussi. Il y a Spotify aussi qui a récemment utilisé ça. Et les salaires sont assez bons, hein. J'ai regardé sur Indeed, là. Neo 4J ou Neo 4J, là, on a des salaires qui sont pas mal, quoi. Et il y a aussi eBay qui l'utilise pour la gestion de livraison. Ah, désolé, j'ai cassé. Ok, on est bon. Alors du coup, j'ai fait un petit programme pour vous montrer comment on fait ça. Alors le langage qu'on utilise, c'est le Cypher. Donc ce serait l'équivalent du SQL du coup. Donc on importe notre bibliothèque qui s'appelle Neo4j du coup. On lui donne des informations pour accéder à notre serveur. Donc là, on lui donne une URL, donc en Bolt en fait. On lui donne un nom qui sera fourni par Neo4j, un password pareil. Donc nous, on est passé par la sandbox de Neo4j. Donc quand on se connecte, on peut créer un nouveau projet. Et du coup, ils nous fournissent une connexion. Donc là, du coup, ils nous ont fourni un mot de passe, un nom d'utilisateur et l'adresse IP. Une fois qu'on fait ça, nous, on a stocké du coup tout ça dans une variable qu'on appelait GraphDriver. On utilise une variable, en fait, je vais passer les deux premières variables, SQL Node Query et SQL Edge Query, je vous expliquerai juste après. Le SQL Create, en fait, ça permet de créer nos nœuds. Donc, vite fait, en fait, comment on appelle ça, on crée en fait une relation. Alors, le label, en fait, ce qui est à côté des deux points, ce qu'on appelle label, nous, on l'a appelé Bibio. Ça sera un label commun à tous les nœuds qui auront ce label Bibio. Donc, ça servira après pour les deux variables que j'ai dit plus haut. Donc, on va créer nos nœuds un par un. On lui donne des attributs. Donc, nous, comme premier attribut, c'est le name. On aurait pu du coup mettre note qui aurait un attribut int ou chaîne de caractères, comme vous voulez. Donc, on crée nos nodes un par un. Et ensuite, on fait une relation entre chaque node. Donc, du coup, entre parenthèses, juste en dessous avec ta flèche. Ouais, voilà. Du coup, entre parenthèses, ça correspond à notre node. On lui fait un lien. Donc, entre crochets, ça correspond à notre edge. En fait, on peut lui mettre ce qu'on veut. Donc, nous, on a appelé site. Donc, le label, ce sera site. Et on lui fait une relation avec un deuxième node qui lui s'appelle relation site, donc créé plus haut. Donc on fait ça pour toutes nos nodes qu'on veut faire une relation. Et du coup là, grâce à ça, grâce aux deux variables que j'ai créées plus haut, on pourra faire un match. Ça veut dire qu'avec tous les nodes que j'ai créés, je vais pouvoir les valider avec le match. Donc match, c'est
c'est comme comment expliquer ça? C'est un mot en fait dans le cipher pour dire maintenant que j'ai créé mes nœuds, je veux que tu les appliques. Donc là, du coup, j'applique mes nœuds. X, c'est une variable temporaire. Mais par contre, j'utilise le label biblio, vu que dans tous les nœuds que j'ai créés, j'ai utilisé biblio. Et je retourne ce nœud. Et le edge query, ça sera exactement la même chose. En fait, je vais faire un match de mes nœuds créés avec leur edge. Donc R, c'est une variable temporaire. Et avec du coup les nœuds que j'ai créés précédemment avec le label site. Et du coup, il m'a retourné mes nœuds, mes edges, donc mes liens, et les nœuds créés après. Ensuite, je crée ma session pour me connecter véritablement sur Neo4j. Je run tous les nœuds que j'ai créés. Et là, moi, après, c'est juste pour voir un peu si mes nœuds étaient créés correctement. J'ai affecté du coup ma session run à une variable node. Comme ça, en faisant une boucle, je peux imprimer et voir tous les nodes créés. Donc vas-y, tu peux passer à la suivante. Yes. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc du côté gauche, on peut voir du coup toutes les relations qui ont été faites. Bon, je suis parti vraiment sur un exemple simple pour voir correctement. Donc on a notre edge avec marqué site. Donc on aurait très bien pu mettre, admettons, à la place de site, véritablement l'adresse du site, et dans le node bleu, on aurait pu mettre complètement autre chose, hein. Donc là, à droite, quand j'appuie sur un de mes nodes, admettons, là j'ai cliqué sur développer. Donc ça m'affiche en fait son attribut. Donc là, le seul attribut que j'avais, c'était name, et je lui ai donné en fait le nom du site. Et vous pouvez voir par exemple sur ce node-là, il a un ID. Alors l'ID peut être défini si vous voulez. Donc si on part sur l'exemple de bibliothèque, connaissances, etc., on pourra faire quelque chose d'arborescent. Du coup, quand on cliquera sur n'importe quelle node, on aura accès à sa note, à la connaissance pair, etc. Ce sera vraiment évolutif. Est-ce que tu pourrais revenir sur le slide précédent et nous dire justement comment tu aurais fait s'il avait fallu décrire les élèves, les notes Du coup, au lieu de faire... Là, j'ai utilisé du brut pour que vous puissiez tous comprendre ce que c'était Cypher. Mais du coup, j'aurais pu partir sur une boucle avec ma bibliothèque. Et du coup, j'aurais juste créé un label. Et j'aurais fait une incrémentation de chaque connaissance dans mes nodes. Et j'aurais créé à chaque fois, à chaque itération. Et j'aurais fait une deuxième boucle pour faire mes liens. Donc, ça serait quelle ligne dans ton code Du coup, j'aurais fait à la place de 81. 81, donc 81, c'est celle qui décrit, c'est celle qui fabrique les nœuds, c'est ça? Ouais. Et en 93, c'est les relations. Et 93, c'est les relations. Donc du coup, de 80 à 89, j'aurais fait une boucle pour incrémenter tout ça avec mes listes. Et du coup, 93, j'aurais fait une deuxième boucle pour du coup prendre mes nœuds créés précédemment et faire une relation avec les nœuds encore créés précédemment. Ça a l'air plus simple que NetworkX. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi le plus simple entre NetworkX et Neo J4? En soi, les deux, en fait, une fois qu'on est dedans, ça va. Mais c'est du point de vue géométrique qui est plus compliqué. Ouais. La difficulté avec NetworkX, c'était la géométrie, quoi. Oui. Là, le gros avantage, c'est qu'on a un programme derrière qui tourne dans Neo4j qui nous donne une géométrie, qui nous donne plein de choses pour la représentation graphique. Donc, c'est vraiment très puissant. Et aussi, on peut bouger les nodes avec notre curseur. Donc, du coup, vis-à-vis de ça, il n'y a pas de souci. Et juste une petite parenthèse. Alors, du coup, il y a deux Neo4j. Il y a Neo4j Sandbox et Neo4j Desktop. Donc, Desktop, c'est un environnement qu'on peut télécharger. Alors personnellement, en fait, moi je suis parti sur la Sandbox parce que j'arrivais pas à me connecter avec le local host du desktop. Alors les personnes qui vont prendre ça plus tard, vous me direz si vous avez réussi, mais personnellement, j'arrivais pas. Du coup, je suis parti sur la Sandbox parce qu'au moins ils ont accepté ma requête. Ok. Donc ça c'est la présentation que vous faites sur la partie donc des bases de données orientées réseau, orientées graph. Et là, vous passez à la partie ORM. Et là, ORM et Big Data, on n'a pas eu le temps de faire des exemples avec les classes. D'accord. Vous avez quand même des petites choses à dire, visiblement, non? Oui. Oui, on a quelques trucs. C'est bon? Ouais. Donc pour les bases de données ORM, c'est parti. ORM,
On utilise une technique de programmation informatique qui permet de simplifier l'accès à une base de données. Donc en gros, un ORM, c'est un ensemble de classes permettant de manipuler les tables d'une base de données relationnelle, comme s'il s'agissait d'objets. L'intérêt principal est d'éviter beaucoup de codes très similaires. Ainsi, plutôt que de devoir recoder à la main les crudes, donc create, read, update, delete, les informaticiens ajoutent une couche logicielle qui se charge de la traduction. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans l'équipe, là? Est-ce que vous pensez vraiment que vous avez fait du code redondant en faisant du SQL? Ouais. Plutôt oui. Ouais, c'est parfois, plutôt une génération de bases de données qui est statique en fait. Et donc, on s'attend à avoir des programmes beaucoup plus courts quand on utilisera un ORM. Oui, défini par une classe. Du coup, on a répertorié quelques avantages et inconvénients des ORM. Donc, les avantages, c'est que c'est à créer et à maintenir pour la personne qui manipule la base de données depuis son... L'homogène, ça permet un code d'objet homogène. Ouais. Pardon. Et ça accélère le temps de développement. Mais ça a quand même des inconvénients. Donc donc il y a des problèmes de mise en place lorsque la base de données n'est pas faite correctement. Ça dépend d'un outil. Ça dépend d'un outil. Et ça, pardon. Et ça permet pas de gérer les requêtes. Donc les jointures, groupements, les transactions ou les traitements par lot. C'est tout. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dépasser ces limitations? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour dépasser les limitations des ORM? Vous avez une idée ou pas? Dépasser les limitations. Bah, à part dépasser. Là, la dernière en particulier, on dit que ça ne permet pas de gérer des requêtes un peu complexes, par exemple les jointures ou les traitements par lot. Ça peut être un peu. Créer des nouvelles classes du coup pour faire ce genre de choses. Ouais, c'est une possibilité. En fait, on peut faire des traitements mixtes, c'est-à-dire qu'on peut faire un traitement avec les ORM, puis rien ne vous empêche d'appeler des procédures stockées, d'appeler des codes qui sont faits en SQL. En fait, en principe, normalement, c'est quelque chose que j'ai pas encore testé personnellement, mais on doit pouvoir travailler sur des modes mixtes quand c'est nécessaire. Donc la première chose, c'est qu'on peut mettre en place un ORM, et la deuxième chose, c'est qu'on peut l'optimiser derrière en refaisant un peu de SQL. En principe, c'est possible. Donc du coup, c'est quelque chose d'assez lourd, rien que pour le traitement. Ouais, l'ORM en général, oui, il va être assez lourd en termes de traitement. Ok. Du coup, pour le big data, on va parler de big data dès qu'on a une base de données qui nécessite d'être stockée sur plusieurs machines ou serveurs. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les opérateurs télécoms. Et pour qualifier nos données de data, elles vont devoir répondre à 3 critères qu'on appelle les 3 V. Donc le volume, donc c'est-à-dire qu'on doit avoir un volume important de données, voire même très important. La variété, ça va résoudre problème qu'on a avec ce type où là on va pouvoir utiliser des données de différentes natures et avec des structures qui sont aussi différentes. Et la vélocité pour améliorer la vitesse de production, de collecte et d'analyse. Et donc pour ce faire, on va avoir besoin d'une infrastructure importante. Oui, c'est ça, pour pouvoir lire et mettre correctement en rapport les données qu'on va générer, qu'on va récupérer. Donc les avantages du big data, ça va être qu'on peut avoir un volume très important de données. Le traitement va être beaucoup plus rapide. On va pouvoir du coup stocker des données qui sont variées. Et elles vont pouvoir venir de sources multiples parce qu'en fait, on ne va pas avoir la machine en local.
Les inconvénients, ça va être la pertinence des données, oui, parce qu'on avait peut-être un quatrième V qui était la véracité des données, si je me souviens bien. Et du coup, c'est savoir est-ce qu'on peut faire confiance à la donnée qu'on vient de récupérer ou pas. Et le dernier inconvénient, ça va être qu'il faut donc trier toutes les données qu'on a analysées à chaque fois. Vous avez vu un peu ce que c'était que le MapReduce ou Redus Map, dans quel sens c'est, Quand on a fait la recherche, j'ai vu très vite. qui est la base des idées sur le big data, qui est la plus vieille technologie. Mais j'ai pas trop poussé sur le sujet. Trop poussé. Ben, l'idée, c'est en fait, on a deux fonctions. Il y en a une qui s'appelle map et l'autre qui s'appelle Redus. Et l'idée, c'est de découper les données, découper les traitements, de façon à les envoyer sur plusieurs machines différentes. Et du coup, sur plusieurs endroits de stockage différents aussi. Et la partie Redus, elle permet de prendre une partie des données et de l'isoler. Et puis la partie map, elle permet de refaire de recoller toutes les informations entre elles, si c'est dans ce sens-là. Donc, on a, c'est vraiment une façon de paralléliser en fait l'accès aux données et les calculs qui sont derrière. Ce qui serait pas mal. Donc, il y a plusieurs outils. Donc, en Python, il y a MapReduce, ça existe. Il y a Hadoop et puis il y a aussi Spark qui est très bien. Et en fait, Spark, c'est un peu une surcouche des deux technologies précédentes. Et donc là, dans les jours à venir, ce qui serait bien, c'est qu'on se familiarise avec Spark pour essayer de faire un premier code, comme on a fait avec, pour essayer pas pour essayer, mais ce qui serait bien, c'est qu'on fasse toute l'application, au lieu de la faire avec SQL, on la fasse avec Spark. On la duplique avec Spark. Ok. Donc ça, c'est pour la partie Big Data. Conclusion, ça va être Nico. Je sais pas s'il est encore là. Si, je suis toujours là. Donc en conclusion, le type de base de données le plus approprié pour notre utilisation semble être l'orienteur réseau avec Neo4j. Et pourquoi ça? Pourquoi Parce que ça nous semblait plus fluide, le traitement est beaucoup plus rapide, déjà. La réponse est juste après. Je vais me taire. En fait. La bibliothèque est dans Python. Le module est dans Python. Ouais, mais pas dans Anaconda, donc il faut faire attention. C'est plus simple pour insérer les nouvelles données. Ouais, vous dites, de toute façon, là, pour l'instant, il n'y a pas des big data, on n'a pas beaucoup d'informations, donc on n'a pas d'intérêt à utiliser big data. Et l'ORM, vous dites, ça convient pas? Pourquoi ça convient pas l'ORM? On avait vu que c'était plus... Vas-y, si tu veux. Parce que le temps de traitement est beaucoup plus long, donc déjà, je vois pas trop l'intérêt avec ce qu'on va faire. Et du coup, c'est beaucoup plus efficace si on doit tester des bases de données statiques qu'on vient juste de créer pour pouvoir les insérer sur un site web. Donc comme ça, on peut voir en temps réel, vite fait, si ça fonctionne correctement. Avec l'ORM, on pourrait injecter des données aussi, non? L'ORM, je vois pas trop l'intérêt parce que le temps de traitement est beaucoup plus long par rapport à admettons, une base relationnelle en SQL. L'ORM, avec les classes, ce sera beaucoup plus facile de réécrire notre base de données, en fait. Donc le CRUD, si on veut. Comme ça, on perd pas de temps, en fait. En 10 lignes, on peut créer notre base de données et pouvoir la tester directement sur le site. Et puis l'ORM ne nous apprend pas SQL. Et ça, c'est le gros défaut, ouais. Par rapport à l'objectif pédagogique visé, ouais. Est-ce qu'à votre avis, dans l'ORM, vous allez pouvoir mettre des graphes? Des graphes il me semble pas, j'ai pas vu ça en tout cas. Parce que si la réponse est oui, ça serait formidable en termes d'implémentation. On dit, voilà, on envoie à la base de données un graphe et puis on ne se pose pas de questions. On lui envoie, on lui dit c'est un objet, écris-le dans la base de données, c'est lui qui l'écrit. Quand on veut le récupérer, on le récupère. Du coup, oui, on peut. Si on pouvait faire ça, ce serait un avantage immense. On peut le transformer en objet, donc de mon point de vue, je pense qu'on peut. En principe, oui.
Faudrait voir, ce serait pas mal. En tout cas, ça nous ferait un code extrêmement synthétique. Et on n'aurait plus à tous les heures de développement que vous avez passé à faire une base de données relationnelle, on n'aurait plus à s'en occuper. Mais du coup, si on veut faire une requête sur le site web, au lieu d'attendre, je vais être vache à 10 secondes parce que je sais pas trop les unités qu'on va mettre, eh ben, on va mettre 1 minute avec l'ORM. Mais t'en es sûr de ça? T'en es sûr? On sait que parce que nous, de base, on a dit que le Neo4j était beaucoup plus efficace par rapport à ce qu'on voulait faire. Donc, Neo4j est beaucoup plus efficace en termes de traitement de données que l'ORM. Donc, de mon point de vue, l'ORM, si on veut faire beaucoup de requêtes de données sur le site web, l'ORM, ça va mettre des plombs en fait. Vous avez fait des tests ou? Non, c'était les tests de l'article que Vincent nous avait transmis. C'est de ça que tu parles, Leroy. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. C'est quoi dans l'article, c'est quoi les ordres de grandeur? À ton avis, c'est 10 fois plus lent, c'est ça? Ah non, j'ai juste donné une échelle. C'est écrit dans l'article, du coup, vous les avez dans les articles. Vous pouvez regarder. Regardez les articles un petit peu, ça peut être C'est le sympa. tout premier. Non, c'est pas celui-là. C'est le tout premier, ouais. Après, s'il existe plusieurs types de bases de données, c'est qu'il existe plusieurs types d'utilisation aussi. Bah ouais, surtout dans notre cas, on Ça, veut quelque chose ça d'arborescent. dépend surtout de. C'était. On avait des. Ouais, À la fin, ouais. on avait des colonnes. Je cherche. Performance, mais là c'est encore désorienté, ouais. Juste après, vas-y. Mais là, du coup, là, il comparait 4 bases de données, 3 bases de données, mais qui sont toutes les 3 orientées graphes. C'est juste après, vas-y, descends. Encore. Là, ouais, voilà. Ah oui, super. Donc, structural query et data query. Ah oui, donc il compare MySQL et Neo4j. Oui, mais il n'y a rien de... Là, c'est pas des bases de données orientées... Ouais, non, j'ai bigué. En fait, là, ce qu'on voit, c'est que MySQL, c'est plus efficace, beaucoup plus efficace pour ce qu'ils appellent data query. Et c'est un peu moins efficace, mais pas beaucoup moins, pour les structural query. C'est ça qu'on voit. Donc, en fait, on voit que si, du coup, notre code il fait appel à beaucoup de structural query, on aura un avantage, on aura un facteur 2 à peu près, peut-être même 3, en termes d'accès aux données avec Neo4j. Voilà, oui. Ok. Mais par contre, l'ORM, vous ne savez pas encore. Vous n'avez pas trouvé d'informations sur la comparaison entre MySQL, par exemple, et SQL Alchemy. Non, je crois pas. Ok. Bon, pour vous, mais c'est intéressant parce que on va faire les tests. On verra. Enfin, j'espère. Hein, faut qu'on ait le temps. Il y a quand même pas mal de boulot à faire pour en arriver là, mais donc j'espère qu'en 10 jours, là, on va y arriver. De faire les tests et voir, comparer les différentes bases de données qu'on a. Alors, c'est pas les. Là, on a 4 structures, mais c'est pas les seules. Dans les structures qu'on s'est donné de tester, là, on a 4 structures. On va dire, il y a quand même. C'est quand même le principal, quoi. Donc, on a une base de données orientée objet. On a une base de données relationnelle. Une des bases relationnelles. Est-ce que là, c'est pas la plus utilisée, mais c'est la plus simple. Neo4j, c'est une base de données orientée graph qui est, elle, la plus populaire. Il y a vraiment du boulot. Vous pouvez vraiment vous faire embaucher si vous maîtrisez bien ça. En plus, avec des bons salaires. Et puis, la dernière, donc, c'est les big data. Donc là, évidemment, il y a beaucoup de boulot aussi. Mais c'est pas les seuls. Donc, par exemple, on a un objectif qu'on va faire au cours de l'année, c'est d'étudier Elasticsearch. Et là, c'est une base de données, mais qui comprend des outils de recherche un peu avec, j'imagine, en tout cas, des algorithmes de réseau de neurones à l'intérieur, un peu à la Google, qui permettent d'accéder assez vite et assez bien aux données. Donc ça, c'est un autre type. Elasticsearch, c'est un autre type. Et puis, après, il y a des variantes. Ça veut dire que, par exemple, Neo4j, c'est orienté graph, mais on a d'autres, en fait,
c'est un peu ce qu'il y a de plus complet sur les graphes. Mais il y a d'autres variantes. Il y a des prédécesseurs un peu plus simples qui ont été créés. Du coup, ça s'appelle pas des bases de données orientées graphes ou réseau, ça s'appelle autrement. Donc, il y a pas mal de variantes. Monsieur, Oui, vous connaissez les algorithmes génétiques? oui, j'en ai fait. C'est utilisé dans les données? Je saurais pas te répondre. Ok, je demandais juste comme ça. Je saurais pas te répondre. Voilà. Bon, c'est bien, on a fait un tour. Vous avez des questions, les autres? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous voulez qu'on rentre un peu dans les exemples de code, là, par exemple, sur Neo4j? Peut-être que vous pourriez faire une démonstration un peu plus concrète, quoi, avec voir comment on pourrait modifier le code, là, directement? J'aurais une question, Oui. si ça gêne personne. Au fond, est-ce que ce serait pas, par exemple, toutes les méthodes natives de Neo4j dans la librairie que vous appelez, ce serait pas quasiment une ORM de Neo4j? Du côté web, quand on a cherché à faire les requêtes SQL, on a regardé, enfin j'ai regardé en vitesse ce que c'était les ORM et j'ai conceptualisé ça comme étant en fait un système de connexion entre la base de données et des méthodologies de connexion entre la base de données et le serveur web. Enfin, dans le cadre d'un site web, bien entendu. Nous, ce qu'on a compris, c'est Voilà. que Neo4j pourrait être identifié comme un ORM, en fait, étant donné qu'il passe aussi par le système de classes et d'objets. Parce que la façon dont je vois les choses, c'est que Neo4j, en fait, c'est au lieu de dire on fait du SQL avec des tables, c'est on va faire du Neo4j avec des nœuds, quoi. Et on a des méthodes, on a des machins, la logique, au lieu d'utiliser une logique de table, on utilise une logique de nœuds et d'arbres. Et au fond, ça ne voudrait pas dire que la bibliothèque Neo4j que vous importez là au début de la ligne de code qu'on voit à l'écran, ne serait pas importer l'ORM Neo4j? On peut peut-être dire que c'est un petit peu équivalent à utiliser un ERM. Ah, c'était pas la bonne page, désolé Léa. Oui, Objet du NetworkX, quoi, avec des graphes. c'est là. Voilà. Donc ouais. Parce qu'au fond, pour moi, qu'importe le type de base de données, de modèle de base de données qu'on choisit d'utiliser, si du côté de l'utilisation de ces informations, on fabrique une série de fonctions, voire même de classes et d'objets pour gérer des traitements de ces informations depuis la base de données vers le corps du programme qui va les utiliser. Pour moi, en fait, à chaque fois, on réécrit une ORM. Oui, tout à fait. Ça dépend de ton utilisation. C'est ce qui est dit dans les avantages de l'ERM, c'est de dire, voilà, de toute façon, tout développeur, au fur et à mesure de la rationalisation de son code, eh ben, il va écrire des classes, ou en tout cas, il va au moins écrire des méthodes, et qui vont lui faire finalement un ORM mal ficelé. Et du coup, ceux qui ont écrit les ORM, ils ont essayé d'abstraire ce qu'on fait en général quand on essaye de ranger un peu son code, on essaie de mettre des fonctions pour que ce soit plus clair, mieux fait. Et ils ont essayé de le rationaliser au maximum, et du coup, ils ont écrit différents ORM. Ouais. Mais ils ont bien repris tout le travail, le début du travail de rationalisation qu'on est en train de faire là, avec les bases de données relationnelles. Au bout d'un certain moment, oui, ça va rentrer dans un code suffisamment évolué pour qu'on puisse dire que c'est un ORM, quoi. Tout à fait. Donc on va dire le niveau 0 de la gestion d'une base de données, c'est effectivement SQL. Et puis après, derrière, voilà, il y a des méthodes plus sophistiquées. On peut dire que Neo4j, c'est un ORM. L'ORM en tant que tel, voilà, il est plus générique, parce qu'il n'est pas orienté réseau en tant que tel. Mais voilà, donc on a créé vraiment des surcouches par rapport à la façon d'enregistrer les données. Et dans le mode d'enregistrement, le mode d'enregistrement, il est quand même relatif à chacune des méthodes. Donc on sait pas, derrière un ORM, on ne sait pas comment il range les données. Il faut regarder dans il doit y avoir plusieurs options déjà. Et puis ensuite, ça dépend de l'ORM qu'on a. On ne sait pas comment il classe les données.
Voilà, Comment le il problème d'utiliser un ORM, c'est qu'on doit se plier aux spécifications de l'ORM quand on fabrique la base de données. C'est ça le problème. Voilà, mais il y en a qui ont une grande souplesse. Par exemple, quand on va stocker les informations sous forme de fichiers JSON, par exemple, ça, en principe, la variété des structures qu'on va stocker, elle est quasiment infinie. Voilà. On verra ça plus tard, de toute façon, dans les jours à venir. Là. On va rentrer dans le vif du sujet. Ok. D'autres questions? Non, ça serait bien qu'on regarde un peu le code, là, qu'on manipule un peu le code ensemble. Sur Le NeoCAD. code de NeoCAD, je vais peut-être te laisser Leroy stream, ça ne dérange pas. Ouais. Parce que je l'ai pas, du coup, ton morceau de code. Enfin, à part dans la présentation, on va pas pouvoir changer grand-chose. Un logiciel open source. Qu'est-ce que tu dis, ça? C'est un logiciel, c'est pas open source, quoi. Bah, déjà, on pourrait regarder un peu comment. Est-ce que tu pourrais faire la petite boucle dont on a parlé là? Juste faire la petite boucle pour créer les nœuds de façon récursive. Tu penses qu'on peut le faire en 5 minutes? À mon avis, on peut le faire en 5 minutes. Mais si c'est plus long, on va pas le faire. Mais si on peut créer la petite boucle, dire voilà. Bah, dans ma tête, on met nos noms là dans une liste qu'on appelle. Et les noms de notables, ben, c'est une liste avec les noms de notables, index i. Pour moi, dans ma tête, ça serait ça. Par exemple. Donc là, on a notre nom de table. La liste, du coup, il nous faut deux listes. Ça correspondrait à ça, en fait. Il y aurait quoi dans liste 1 et 2? Donc dans la première liste, dans ta liste 1, tu aurais. Que liste 1, j'aurais relationnel, graph data et ORM. Donc ça correspondrait au nom que j'ai dans mes nœuds, entre guillemets, principaux. Et liste 2, ça serait ben, les nœuds à quels ils sont reliés. D'accord. Donc là, en fait, tu dis que par exemple, relationnel, il est relié au deuxième, là, tech, fatu. Ouais, j'ai mis les liens si que j'ai trouvé des informations intéressantes en fait. Donc je me suis dit je vais les mettre en même temps. D'accord. Alors, si tu modifies ton exemple, là, tu modifies, puis tu commences à mettre dans ta liste 1, qu'est-ce que tu pourrais mettre? Tu pourrais mettre le nom des connaissances. On pourrait mettre, je sais pas moi, SQL, Python. Et puis on pourrait mettre, je sais plus ce qu'on avait. Méthode agile, là, voilà. Agile par exemple. Agile. Et puis du coup, dans ta liste 2, tu ferais quoi alors? Du coup, tu mettrais. Bah, je mettrais du coup, en fait, le mieux ça aurait été de mettre dans liste 1 les pères et dans liste 2 les fils en fait. D'accord. Après, on peut faire l'inverse. Donc si on dit que SQL c'était relié à quoi par exemple? C'était relié à. Base de données non, je sais plus. Ouais. Ou juste requête SQL. Hein. Oui, voilà, mais requête SQL, voilà, mais juste la requête. Du coup, ça devient de l'arborescent, là. Oui. Et alors, comment est-ce que tu veux faire si tu veux relier SQL, si tu veux le relier par exemple à requête SQL et puis à jointure? On dit requête SQL et jointure, c'est au même niveau dans l'arbre. Comment est-ce que tu ferais pour relier SQL à deux choses différentes? Parce que on faudrait utiliser notre système de jointure comme ça. Donc du coup, il faudrait faire. Faudrait faire en fait limite une boucle imbriquée en fait à chaque node créé.
On le relie directement. Tu regardes les dépendances. Voilà, oui. Ouais, donc un peu comme ce qu'on avait fait un peu comme ce qu'on a fait quand on a créé les NetworkX, quoi. C'était ça qu'on avait fait. On avait regardé je crois que c'est ça qu'on avait fait. On avait d'abord regardé les nœuds, on avait créé tous les nœuds. Est-ce que c'est ça qu'on a fait? Je me souviens plus. En fait, dans NetworkX, on crée les nœuds et on fait une boucle sur les catégories et la connaissance et les catégories et petit à petit on fait un arbre généalogique. Ah oui, non, on remonte dans l'arbre au fur et à mesure, c'est ça qu'on fait. C'est ça, ouais. Ok. Parce que là, on partirait des bases les plus générales, entre guillemets. Et du coup, on fait une boucle pour nous créer nos bases générales. Ils nous en créent une, admettons SQL. On rentre dans une autre boucle qui nous crée en fait ces connaissances. Voilà, ces enfants. Une fois fini, on retourne dans notre boucle, on prend liste d'index 1, on fait Python, on l'a créé, on rentre dans ses connaissances et ainsi de suite. Et une fois que c'est fait, on aurait parti sur une autre boucle où à l'intérieur, on aurait fait les jointures en fait. Ouais, c'est trop compliqué pour le faire en 5 minutes, quoi. Ouais. Puis, limite, si tu as le nombre de couches qui peut changer aussi le nombre de listes, tu rentres dans de la récursivité après, parce que du coup, tu fais ça tu remontes tous les enfants de l'un. Parce qu'après, pour chaque, par exemple, pour requête SQL, tu peux avoir plusieurs enfants pour requête SQL qui eux-mêmes peuvent avoir d'autres enfants, etc. Et donc, du coup, il va falloir remonter tout le truc. Ouais. Il y a une complexité, mais les algos sont déjà faits. Donc, oui, voilà. C'est purement purement adapté les algos qui ont déjà été utilisés pour NetworkX. Et puisqu'on a la capacité de créer un nœud, on a la capacité de créer un lien. Et dans le langage Cypher, il y a aussi possibilité de faire des boucles. Donc, il faudra peut-être se pencher dessus. D'accord. C'est que entre les parenthèses, là, tu peux rajouter un for à la fin, c'est ça? Je crois que ça s'appelle for each ou un truc comme ça. Il faudra s'attarder dessus, mais oui, il y a possibilité de faire une boucle. Ok. Vous avez des questions là-dessus, ceux qui vont travailler à partir de demain sur les bases de données? C'est le bon moment pour les questions. Quand tu parlais de label, c'est quoi exactement? C'est ça. Biblio, ouais, mais ça sert à quoi? J'ai pas trop compris. Là, je reviens sur mon SQL Node Query. Ça me permet en fait, si tu vois, je crée mon node, d'accord, je le crée. Ouais. En fait, graphiquement, il est pas là en fait. Dans l'ordinateur, il a créé en fait son adresse. Ouais. Donc il est stocké. Mais tant que je fais pas mon match, en fait, il n'est pas retourné sur le graphique. Donc si, admettons, tu oublies, tu fais, je crée mon nœud relationnel, tu fais, ah bah merde, il est pas là. Je le recrée, et là tu dis, ah bah il faut que je fasse mon match. Mais du coup, vu qu'il y en avait un qui était créé, il était déjà stocké. Ah oui, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs labels différents en fonction de ce qu'on va afficher. Ben ouais, vu que là j'ai créé un premier avec les labels biblio, je peux en avoir avec le label site. Ouais. Et du coup, si tu fais un premier match de relationnel biblio et que tu l'as pas match, si tu matches un autre nœud qui est exactement le même nom, le même label, et ben il va te créer deux nœuds en fait. Il va pas te l'écraser. Il va te créer deux nœuds identiques. Est-ce qu'on a intérêt à faire le create et le match juste après coup, ou est-ce qu'on peut faire un ensemble de create et puis faire le match à la fin? Moi j'ai mis ça comme ça parce que j'ai mis le label général qui s'appelle biblio avec une valeur temporelle. Et du coup, une fois qu'il a créé tout, j'appelle directement c'est quoi le truc? C'est create, voilà, c'est ça. J'appelle directement mon create, donc du coup, tous les nœuds qui auront le même label vont être match directement. D'accord. Donc tu sépares bien les deux étapes. Pareil avec le edge, en fait. Là, il récupère du coup mon label BPO, je rajoute un lien. Donc R, c'est une valeur temporelle. Et du coup, il crée en fait tous les nodes qui auront le label site et il va me retourner tout ça. En fait, du coup, c'est incroyable parce que dans leur langage, ils écrivent des chaînes de caractères qui définissent des fonctions, c'est ça? Parce que quand tu regardes ce que tu as écrit là, le match, c'est quasiment une fonction, quoi. Ça n'a rien à voir avec une chaîne de caractères. Bah, ça serait. En fait, c'est justement, j'ai bugué là-dessus parce qu'en fait, ça serait comme l'équivalent SQL de. Ouais. C'est un autre langage, quoi. C'est comme si je faisais un insert. C'est une espèce de commit. De chaîne de caractères. Ouais, c'est une requête, voilà, c'est une requête qu'on fait. Et du coup, dans notre liaison, tout ce qui est entre parenthèses ici, ça correspond à un node.
tout ce qui est entre crochets, ça correspond à notre edge, donc les liens. Et du coup, avec la flèche, on nous dit, tu nous feras un lien entre ce node-là et ça, sur le node ici. Attends. Attends, comment ça se fait que le lien il est entre 3 trucs là? Recommence. T'as un nœud qui est relationnel, t'as un autre nœud qui est relationnel site là, et au milieu c'est le lien, c'est ça? Ouais, au milieu, c'est le lien. Ça, c'est le premier nœud auquel il est mis. Donc tu peux rajouter des attributs sur le lien, c'est ça? Donc quand tu dis les sites, j'arrive mal à lire, le site 1, c'est ça? Ouais. Le site 1 site, là tu lui ajoutes un attribut site à ton lien que tu as appelé le site 1, c'est ça? Dis-le à ta façon parce que ça n'a pas l'air d'être ça. En fait, site, c'est le label en fait de mon edge, donc de mon lien. Oui. Et en fait, dedans, je peux rajouter ce que je veux. Donc, admettons, je lui fais Et ça. Ouais, donc là tu leur ajoutes des attributs, c'est ça? Ok. Et voilà, là j'ai ajouté mon attribut. Donc, et pourquoi tu as marqué le site 1 devant? C'était pour moi parce qu'en fait, si je mets un nom identique pour chaque edge, en fait, il va pas aimer, il va dire qu'il existe déjà. C'est comme une variable, comme j'ai dit, temporaire en fait. Donc le site 1 c'est le nom du edge, mais site c'est aussi le nom du edge. Je comprends pas. C'est le label du site. C'est le label, d'accord. Donc pour un lien, tu as 2 labels. Tu as le label du match et le label du nœud. Oui, j'ai mis exactement le même label parce que je refais appel à lui quand je fais mes matchs. Ok. D'accord. R, en fait, c'est la variable temporaire que j'ai mis pour le edge, en fait. Ouais, mais du coup, Biblio est un label aussi? Oui. Mais pour le match? Pour le premier nœud. D'accord. Tous les nœuds qui auront le label Biblio seront matchés avec le nœud qui aura comme label Biblio. D'accord. Ok. Et du coup, site est un autre label pour la relation. Voilà. Ok. ça marche avec deux labels. Voilà, oui. Si je veux créer Ok. des nœuds différents, il faut que je mette... parce qu'ils seront en relation entre eux. Parce que... Oui, si on pratique pas, c'est compliqué à expliquer. Ouais, c'est pas évident à expliquer sans voir le graphe en même temps. Si on voit le graphe, j'imagine que c'est un peu plus simple de voir ce qu'il fait en conséquence, quoi. Ouais, là, tu peux avoir le graphe du coup généré, ouais. Cool, ça m'explique tout. Là, j'ai fait d'abord une boucle pour me dire si mes nodes ont bien été créés. Donc là, j'ai les premiers qui va me dire j'ai l'idée 16 et des poussières pour le label justement Biblio qui aura comme nom relationnel. Donc on voit que le premier nœud que j'ai mis, relationnel, a été fait du coup et qui a bien comme label Biblio. Donc du coup, pour faire mon match, il fonctionnera vu qu'il a le même label. Et là, c'est les relationships, donc les relations qu'ils auront nos nœuds. Par exemple, là, il me dit bien que j'ai bien une relation entre mon nœud de label biblio, qui a un nom relationnel, avec le node qui a comme label site, et qui a comme nom techfetunier. C'est bon. Donc du coup, ils ont bien fait le lien entre eux. Ok. Et du coup, oui, un truc aussi à savoir, c'est que une fois qu'on exécute ça, si on réexécute une deuxième fois, il va me recréer du coup les mêmes nodes, mais ils vont pas être écrasés en fait. Donc ils vont s'accumuler. Comment tu fais pour les écraser alors, si tu as envie de les écraser? Bah, je pense qu'il y a le même système que SQL, hein, si if not exist, un truc comme ça. Mmh. À mon avis, il y a un truc comme ça Ok, qui existe. faut fouiller la documentation, quoi. Voilà, Qu'on ouais. ait une option d'accumulation, donc exactement comme ce qui est fait dans SQL actuellement. C'est-à-dire qu'il y a une option d'ajout d'informations où il y a une option de relancer de recharger la base, en l'occurrence le réseau, de recharger le réseau à 0. Voilà. Ouais, ok, ben, très bien. Il y a des questions? Profitez. Hein. Ouais, parce que c'est un savoir qui va s'envoler, hein. Leroy, il va passer à autre chose jeudi, là. Puis, Ah ça, j'ai peut-être pas précisé. Le with driver session, ça correspondrait à un withcon du SQL. Ouais, j'imagine. Du coup, on pourrait très bien faire un
Bah, du coup, vu que j'ai mis un alias, un graphdb-session.close à la fin. Ouais, ouais. Bah non, parce que quand tu utilises with, il le close de lui-même après. Non, justement. Ah, pas pour Driver Station. Non. J'ai essayé plusieurs fois. Il me disait justement que mon machin était toujours en route. Ah, ça c'est un problème. Parce que souvent, quand on utilise ça avec les connexions, et ça ferme la connexion après. Peut-être réussir à le retrouver. Tout le bordel là. Ah, voilà. Ah non, c'est pas celui-là. Session error. C'est peut-être ça. Session closed. Bah, il te dit justement qu'elle est fermée la session, non? Ou c'est juste. Bah pour moi, de base, vu qu'on fait un whiff, une fois qu'on a fini, il se ferme. Sauf que quand j'ai Oui. voulu modifier des trucs, il me disait que j'avais cette erreur-là. Donc pour moi, elle n'était pas fermée. Bah, t'as voulu l'utiliser après le with ou dans le with? Parce que si tu l'utilises après le with, oui, évidemment, après il a fermé, et si tu as voulu réutiliser quelque chose, bah, il s'est retrouvé face à une session fermée. Non, c'était à l'intérieur. J'ai D'accord. modifié un nom en fait. Voilà, donc à voir hein, s'il faut rajouter le point close. Bon. Bah, ça me paraît très bien. Donc là, on a passé 1 heure là-dessus, là, donc ça me paraît une très bonne introduction. Très bien. Donc on est en train de rentrer dans Neo4j. Encore une fois, ça peut vous permettre d'avoir une grosse valeur ajoutée sur le marché. C'est un marché de niche, hein, encore. Il n'y a pas des milliers d'entrepreneurs ou d'entreprises qui sont intéressés par ça, mais c'est quelque chose qui va avoir une vraie valeur. Donc là, on est au tout début de s'en servir, mais ça peut vraiment avoir une vraie valeur ajoutée par rapport aux bases de données plus traditionnelles. Je pense que ça doit pas être forcément très compliqué, il faut juste rentrer dans le code, quoi. Ouais, mais c'est ça. Mais après à moindre effort, ça vous fait une expertise qui est vraiment reconnue, quoi. Ça peut vraiment être intéressant parce que c'est des technologies qui, malgré tout, faut les maîtriser et ça prend quand même un certain temps. Et quand on les maîtrise, Parce que voilà. là, par exemple, cette requête-là, on voit très bien, par exemple, que ça, c'est une liaison quoi, qui se rapporte à notre nœud graphique. Après, il y a toute une logique. On a vu que la logique algorithmique de raisonnement sur les nœuds, c'était quand même pas évident quand on a voulu faire les graphiques, tout ça. Au départ, c'est pas évident. Donc, c'est une logique qui peut être déroutante au départ. Mais vous, du coup, vous êtes déjà familiarisé avec ça puisqu'on a utilisé NetworkX. Oui, c'était un peu plus facile à comprendre. Voilà. Donc maintenant, la difficulté, elle est beaucoup plus faible pour utiliser. Ok. Donc du coup, je vous propose qu'on parte maintenant sur la partie web avec la théorie sur la logique de l'architecture là, qui a été mise en place par l'équipe web. Bon.